Bienvenue dans notre émission On fait le point, un programme spécial créé à l'initiative du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et dédié à l'exercice de redevabilité souhaité des commis de l'État. Pour les ministres comme les autres hauts fonctionnaires, l'objectif attendu est de rendre compte de l'usage fait de l'argent public mis à leur disposition en 2024, les grandes réalisations, les défis et enjeux du moment et les perspectives. Notre sujet du soir porte sur le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Nous avons donc le plaisir de recevoir une personnalité qui, par son dynamisme et son volontarisme, essaye de faire bouger les lignes dans ce secteur. Nous recevons M. Mori Kondé, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Gakité. Et merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission est animée par ici Ibrahim Khalil Diakité et Mamoudou Bari. Bonsoir, Mamoudou. Bonsoir, Khalil. Voilà. Vous êtes donc les bienvenus dans cette émission. Monsieur le ministre, bonsoir donc. Votre département a été doté, au titre de la loi des finances rectifiée de 2024, de plus de 685 milliards de francs guinéens. Et c'est un peu la routine, nous commençons toujours par là. Quels sont les grands postes de dépenses et les projets ou chantiers que vous avez ouverts ou réalisés avec ce montant, cette enveloppe? Merci beaucoup, M. Gakité, merci M. Bari et merci à tous les collègues de la RTG qui rendent possible cet exercice de redevabilité vis-à-vis du peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée pour lequel nous assumons ses fonctions dans les différents secteurs. En ce qui me concerne, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, et comme son nom l'indique, notre mission essentielle est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'urbanisme, en matière de promotion de l'habitat décent, mais également sur toutes les questions liées à l'aménagement du territoire. Et à côté, le chef de l'État a bien voulu nous confier également la charge de la récupération des domaines spoliés de l'État. Comme vous le savez, depuis la Première République, nous avons assisté à un système de bradage des biens de l'État à tous les niveaux, et au niveau des grandes villes, mais également jusqu'au niveau des collectivités locales. Et si avant l'État disposait de plein de moyens en termes de bâtiments administratifs, en termes de domaines publics, où s'exerçaient plusieurs activités industrielles et agricoles, mais à l'avènement du CNRD en 2021, le constat était très alarmant, d'où la création de ce service lié à la récupération des domaines spoliés de l'État et à le confier de façon spécifique au ministère en charge du foncier dans notre pays. Et ceci dit, effectivement, d'abord la loi des finances initiale de 2024 avait attribué un peu plus de 550 milliards de francs guinéens au ministère de l'Urbanisme pour ses activités. Et cette loi rectifiée également, le budget du ministère se chiffrait maintenant à 600 et quelques milliards. Et au niveau des 650 milliards que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a reçu comme budget, la part des financements extérieurs, c'est-à-dire la part des ressources mobilisables au niveau des partenaires, ou les ressources mobilisées au niveau des partenaires se chiffrait à peu près dans l'ordre de 23% dans ce budget. Le reste, quand vous prenez au niveau de ce ministère, vous remarquerez que tout ce qui est lié à l'ensemble des travailleurs du ministère, cela se chiffrait à peu près à quelque chose de 38 milliards. Et ces 38 milliards-là, lorsque vous prenez un peu l'ensemble du personnel du ministère de l'Urbanisme, nous sommes à peu près à 1185 travailleurs. Ces 1185 travailleurs, nous avons 196 qui représentent les cadres des directions préfectoraux et des inspections régionales, et 916 qui représentent les cadres des services centraux. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi cette disparité entre le nombre de cadres devant travailler au niveau des services centraux et au niveau des services déconcentrés? Aujourd'hui, vous remarquerez une concentration des cadres au niveau des services centraux au détriment des services déconcentrés. Et l'autre poste de dépense, c'est au niveau des biens et services. Le budget s'élevait à peu près à 25 milliards. Et au niveau des dépenses de transfert et des subventions, ça se chiffrait à peu près à 208 milliards. Maintenant, ce qui concerne les dépenses d'investissement, communément appelé le titre 5, ça se chiffrait à 128 milliards. Et ce budget, leur répartition
Les services centraux également, c'est-à-dire le cabinet du ministre et l'ensemble des services, ils sont aux alentours de 250 milliards comme ressources dans ce budget. Et au niveau des services déconcentrés, c'est un peu moins de 15 milliards. Et les établissements publics, c'est-à-dire les GPA, les sociétés publiques, étaient aux alentours de 13 milliards. Maintenant, les programmes et les projets bénéficiaient dans ce budget à hauteur de 126 milliards. Maintenant, quand vous regardez le taux de décaissement de ce budget, jusqu'au moment de la fermeture de la chaîne, on était à un taux global de 80% en termes de taux d'engagement et à un taux de paiement qui avoisinait les 55%. Vous allez me poser la question, pourquoi on est en fin d'année, on n'est seulement qu'à 80% en termes de taux d'engagement. Vous remarquerez que le budget n'est qu'une écriture chiffrée de l'ambition voulue par un département ministériel qui a été présenté au niveau de la conférence budgétaire et approuvé par l'organe législatif de la transition qui est le CNT, mais sa mise en œuvre aussi obéit à un certain nombre de principes. Quand je prends au niveau des programmes et projets d'investissement, des crédits avaient été alloués à des projets qui étaient arrivés à maturité, mais malheureusement dans la mise en œuvre, comme c'est des projets qui sont conjointement exécutés en lien avec d'autres départements ministériels ou d'autres partenaires techniques et financiers, les procédures ont fait que on ne pouvait pas engager les ressources pour engager parce qu'il faut engager lorsque l'engagement est nécessaire. Donc vous remarquerez par exemple qu'on a un projet avec la Banque islamique de développement qui n'a pas connu une grande évolution du fait des procédures de demande d'avis de non-objection par les dirigeants de ce projet au niveau du ministère, mais également au niveau de la Banque islamique de développement. Monsieur le ministre, vous savez très bien que l'attente de tous les Guinéens, quand on parle du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, les gens ne pensent qu'à l'habitat. Et aujourd'hui, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est l'habitat social. Où en sommes-nous? Vous avez parlé, on a parlé de plein de projets, de Keitaïa, de beaucoup de Samatra, on a parlé même de Kobaya. Et on ne voit toujours rien venir. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, faites-nous un peu l'état des lieux. Oui, et comme vous le savez, c'est vrai, lorsque nous parlons de la question de l'habitat, les regards sont souvent braqués avec les projecteurs sur la question d'abord liée au logement pour les ménages à faible revenu, mais également la question liée au foncier. Et à notre arrivée à la tête de ce ministère, quand le chef d'État a bien voulu renouveler sa confiance pour nous confier la destinée des questions de l'urbanisme et de l'habitat en Guinée, nous avons d'abord réalisé un diagnostic institutionnel au sein du département. Et ce diagnostic nous a permis d'avoir la photocopie claire de l'ensemble des problèmes qui assaillent le département, mais également le secteur, et au niveau central, au niveau déconcentré. À la suite de ce diagnostic, ça nous a permis de comprendre d'abord que le ministère de l'Habitat, autrement dit le ministère de la Construction, nous sommes quand même le ministère qui est censé construire le pays. Nous sommes le ministère qui est censé offrir un habitat décent à la population. Nous sommes le ministère qui est censé conduire les processus d'aménagement du territoire, d'embellissement de nos villes et de nos villages. Nous sommes le ministère qui est censé dire aux citoyens, voici dans tel quartier, dans telle commune, les types de constructions qui doivent être réalisées, les peintures ou les couleurs que les bâtiments doivent porter sur telle rue. Mais lors du diagnostic, nous avons compris que nous-mêmes, en tant que ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, nous sommes hébergés par un vieux bâtiment de la Banque centrale de la République de Guinée. Donc, le premier travail quand même, on ne doit pas être le cordonnier mal chaussé. Ouais. Il fallait faire un travail pour offrir au cadre du ministère de l'Urbanisme un environnement décent, un cadre idéal de travail qui permet aux gens quand même d'avoir le goût d'être très matinal au bureau, mais également d'y rester, parfois même au-delà des heures réglementaires. Et comme vous le voyez aujourd'hui, des efforts ont été consentis dans ce sens avec la clairvoyance du chef de l'État qui a bien voulu prêter oreille attentive à cette demande aujourd'hui. Et peut-être à la fin de l'émission, vous pouvez visiter le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, ça vous permettra de vous faire une idée quant à la capacité désormais du constructeur que nous sommes, et l'environnement dans lequel nous travaillons. Et lorsque ces travaux ont été engagés, nous avons aussi fait le diagnostic au niveau institutionnel. Ce diagnostic nous a permis de comprendre que depuis 1992, de 1992 à 1995, toutes les réformes qui ont été entreprises dans ce pays, dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement des territoires, se sont presque arrêtées. Les lois qui gouvernent le secteur, quand je prends le code foncier domanial, cette loi date de 1992.
Donc, vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous sommes face à une caducité de cette loi et de tous les instruments d'application, les arrêtés, les décrets qui ont été pris par les ministres successifs et par les chefs d'État successifs pour assurer la gouvernance du secteur. Et nous avons également remarqué que l'ensemble des autres textes liés non seulement à la construction, à l'aménagement des territoires sont presque inexistants. Donc nous nous sommes lancés dans un processus de révision et d'élaboration des textes de loi. Cela nous a conduit à d'abord doter le pays d'une politique nationale foncière qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, je suis quand même heureux d'annoncer que la politique nationale foncière de la République de Guinée est aujourd'hui devenue une réalité. La semaine prochaine, normalement, le Premier ministre devra présider les assises pour faire sa validation et prendre les actes réglementaires qu'il faut pour sa rentrée en vigueur. C'est lorsque le pays dispose de cette politique nationale foncière, en tant que ministère de l'Habitat, que nous allons maintenant vers les autres secteurs, à savoir le ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir qu'une zone industrielle destinée à accueillir des unités industrielles pour accroître la productivité locale, afin de permettre d'approvisionner le marché, que des individus puissent organiser des opérations de lotissement sur ces terrains pour en faire du foncier urbain. Ce n'est pas rare de voir également que le foncier destiné à faire de la production agricole, donc qui est censé être dans le portefeuille du ministère de l'Agriculture, pour faire la production agricole, accroître les marchés, de voir que des individus, les particuliers fassent des programmes de lotissement ou d'aménagement sur ce foncier pour transformer en oui, mais l'État est toujours commune. En retard. L'État n'aménage jamais. Vous allez remarquer que même dans les zones minières, aujourd'hui, la récurrence des conflits entre les entreprises minières et les citoyens, c'est parce que la Guinée n'a jamais eu une politique nationale foncière qui a permis en son sein désormais de développer aussi des politiques sectorielles, à savoir la politique nationale urbaine. C'est cette politique qui permet au ministère de l'Urbanisme de dire effectivement que dans tel quartier, dans telle zone, on peut faire des constructions, on peut faire des aménagements pour la construction, pour les habitations. Dans tel autre endroit, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas destiné à faire de la construction ou de l'habitat. Également, appuyer le ministère des Mines à se doter d'une politique foncière minière. C'est cette politique désormais qui définit c'est quoi le foncier minier, c'est quoi le foncier qui n'est pas dans le ressort du ministère des Mines. Et également, grâce à cette politique nationale désormais, nous allons aussi appuyer le ministère de l'Environnement pour l'élaboration d'une politique de gestion des réserves naturelles, de gestion des forêts, mais également une politique qui fait référence aux fonciers liés aux forêts. Aujourd'hui, je prends l'exemple au niveau du quartier Anta. Vous remarquerez que la forêt de Anta, qui était quand même un symbole en Guinée, qui fait partie des patrimoines classés, aujourd'hui, cette forêt n'existe plus. N'existe presque plus, parce que on n'a pas une politique foncière forestière qui permet de réglementer la question. Le ministère de l'Environnement, tant bien que mal, essaye de travailler, mais il n'y a aucune réglementation qui interdit que ce foncier lié à la forêt ne peut pas être utilisé pour la construction de l'habitat. Également, c'est la même réalité au niveau de la gestion du foncier industriel. Vous partez aujourd'hui sur le plateau de Kagbele ou au niveau de Kouria, vous remarquerez que tout le foncier qui était destiné à faire de la promotion industrielle, à permettre aux petites industries de s'installer et faire la production, tout ce foncier-là a été bradé au profit des habitations. Donc, cette politique nationale foncière a été élaborée. Et il y a eu beaucoup d'interactions avec l'ensemble des sectoriels aujourd'hui. Ce document est prêt et la semaine prochaine, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, devra présider les assises pour sa validation. Mais également, lorsque nous avons fait ce diagnostic, ça nous a permis de comprendre que c'est presque le seul ministère qui ne disposait d'aucun programme structuré. C'est-à-dire, vous entendez, programme présidentiel de construction des logements sociaux, mais le programme n'existe que dans le langage. Mais il n'y a aucun document qui supporte la circulation du programme. Donc, nous avons travaillé avec les cadres à l'interne et c'est ça l'avantage aujourd'hui quand même du ministère de l'Habitat. Toute la documentation que nous produisons, on n'a pas besoin de faire recours à X ou à Y. Ce sont les cadres même du ministère qui y travaillent sur l'ensemble des documents. Donc, nous avons élaboré un programme national de construction des logements qui est composé, qui a 4 composantes. Une première composante qui occupe 35% du programme, c'est la composante construction des logements sociaux. Et je suis heureux de vous dire que, à notre arrivée, nous avons initié ce programme de construction de logements sociaux. Plus tard, le 15 février, nous allons livrer 760 logements sociaux, dont 260 au niveau de Symphonia, et 400
20 au niveau de Ketaya, mais également dans les régions administratives de Zérékoré. Vous avez dit quelle date? À partir du 15 février, le plus 15 tard. février, ok. Et au niveau de la région administrative de Zérékoré, 80 logements sociaux vont être mis à la disposition de l'État. Au niveau de Kankan, 100 villas vont être mis à la disposition. Au niveau de Kindia, 80 villas également seront mis à la disposition. Et les projets pour les régions de Mamou, Labé et Boké sont en cours. Normalement, leur achèvement également pour 300 villas sont prévus pour la fin du mois d'avril 2025. Donc, ce programme-là, comme je le disais, 35% représente la composante construction des logements sociaux et 15% représente la composante construction des logements économiques. Ça, c'est le type de logements qui sont accessibles non seulement pour les cadres du secteur public, mais également pour les cadres du secteur privé. Quelqu'un qui travaille dans une banque, il peut souscrire à ce programme à travers la banque où est domicilié son salaire et avec l'Agence guinéenne de financement du logement Agifil qui est au ministère de l'Urbanisme, mais également le fonds de garantie hypothécaire d'ailleurs que nous avons opérationnalisé. Agifil a changé de tutelle, vous voulez dire? Oui, Agifil est au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Oui, mais également nous avons le fonds de garantie hypothécaire qui appuie les demandeurs de ces logements dans leur démarche. Et vous avez une autre composante qui est la composante construction des logements au standing. La construction des logements au standing, ça peut être pour l'État, ça peut être pour des entreprises minières ou d'autres types de privés. Maintenant, la particularité de ce programme, c'est que la dernière des quatrièmes composantes, c'est la composante construction des logements pour la diaspora. Au regard des multiples demandes et des déceptions qu'a connues certains Guinéens de la diaspora, parfois ils restent aux États-Unis, en France, ils souffrent durement pour se faire de l'argent, envoyé au pays pour les constructions, mais parfois l'argent qui est envoyé au pays pour le projet de construction, parfois n'est pas utilisé comme ça se devait. Donc nous avons cette composante construction des logements pour la diaspora qui permet désormais à un Guinéen qui vit à New York ou qui vit à Paris de contacter une banque partenaire, ça peut être n'importe quelle banque de la place, de souscrire. Il y a même une banque qui a déjà souscrit un tel contrat. Et il suffit pour cette banque de se rapprocher de Agifil pour discuter et déposer la demande. Et lorsque la personne est éligible, la personne fait un dépôt au niveau de la banque et Agifil recrute le prestataire pour développer le projet sélectionné pour la personne. Ça peut être une villa, ça peut être un duplex, un R+, et ainsi de suite, en fonction de la demande du client. Donc ça, c'est l'un des programmes que nous avons développé à notre arrivée. L'autre élément également, nous avons fait le diagnostic de la construction et de la rénovation urbaine. Nous nous sommes rendus compte que l'État même en tant qu'entité dépense des centaines de milliards chaque année pour la rénovation des bâtiments administratifs ou pour la construction des édifices pour les services publics. Et au même moment, vous avez l'Agence nationale de rénovation urbaine au ministère de l'Urbanisme qui est censée faire ce travail. Donc nous avons porté un plaidoyer chez le Premier ministre pour que désormais l'ensemble des projets de construction des entités publiques puissent revenir à cette direction. Pourquoi à cette direction? Non seulement cette direction dispose des compétences qu'il faut, mais l'expertise technique parfois dont les sectoriels font recours et en payant de l'argent, ils ont la possibilité, en faisant recours à l'agence de rénovation urbaine, de ne pas décaisser un centime pour faire ce travail parce que les cadres de ce service-là sont payés pour faire ce travail. C'est ce qui a même, pour matérialiser cela, nous avons récemment lancé, en plus du siège du département, nous avons procédé à la construction des logements pour le gouvernorat de la région administrative de Kindia, mais également le ministère de la Santé et le ministère du Commerce récemment nous a écrit afin qu'on puisse prendre en compte la rénovation et la reconstruction de leur siège. C'est dire que en passant par l'agence de rénovation urbaine aujourd'hui, c'est presque 3 fois moins cher que lorsque les départements ministériels même doivent s'attacher les services d'un bureau de contrôle ou d'un bureau d'études pour faire les études, ensuite recruter un prestataire externe pour le faire. Cela permet non seulement de réduire drastiquement les dépenses de l'État, mais maximiser les investissements dans le secteur social, à savoir la construction des écoles, la construction des centres de santé et des postes de santé en faveur des citoyens. L'autre programme que nous avons également établi, c'est le programme de construction des voiries urbaines. Comme vous le savez, dans le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement des Territoires, dans son mandat, c'est la construction des... La voirie fait partie de son mandat de construction, de son mandat. Et vous vous rappelez que l'autoroute Fidel Castro, l'autoroute Le Prince et l'ensemble des transversales au niveau de Conakry ont été réalisés par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Beaucoup vont être étonnés d'apprendre que c'est l'Habitat qui fait ce travail. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas parce que c'est le voulu du ministre Mori Kondé, mais
Ça a toujours fait partie des attributions du ministère de l'Urbanisme. C'est d'ailleurs, ce sont ces programmes de désenclavement des quartiers sous-équipés de Conakry que vous voyez en longueur de journée. Les bitumes sont en train de passer. Et récemment, nous avons également lancé la construction de l'autoroute 2x2 qui quitte de Sonfonia juste après le commissariat, qui part à Samatran jusqu'au niveau de Dubreka. Et la semaine dernière, nous avons lancé également la construction de l'autoroute 2x2 qui quitte du port autonome de Conakry à Rivera. Il y a une transformation totale de la presqu'île de Kaloum. Et je ne dirais pas aujourd'hui que c'est bitumé à 100%, mais nous sommes quand même à plus de 80%. Et normalement, d'ici les prochaines pluies, le 15 juin 2025, les restes des artères de la presqu'île de Kaloum qui n'ont pas été encore bitumés seront totalement bitumés. Vous voyez aujourd'hui l'avenue de la République de Sékou Touré jusqu'au niveau de Ignace-Dine, mais également le boulevard Diallo-Terry, le boulevard de la Nation et les autres avenues qui longent. Qui ont été aménagées. Qui ont été aménagées. L'un autre programme important que nous avons initié, c'est le programme national de constitution et de sécurisation foncière. À notre arrivée, même aujourd'hui, on est incapable de dire exactement c'est combien de mètres carrés dont dispose l'État comme foncier en République de Guinée. Donc pour pallier à cela, nous avons mis en place un programme. Et ce programme a été initié pour non seulement répondre à une demande, mais aussi structurer de telle sorte que l'ambitieux programme aujourd'hui que le gouvernement est en train de développer, le programme de développement socio-économique durable Simandou 2040, ce programme s'aligne aux 5 piliers de ce programme Simandou. Donc, nous avons envoyé des équipes qui sont en train de travailler actuellement pour la constitution des réserves foncières sur le long du corridor de Simandou, parce que qui dira que l'année prochaine, comme vous le savez, le 11 novembre 2025, à 11h bien précises, nous allons connaître la circulation du premier train qui quittera de Beila pour arriver au port de Moribaya. Et cela va appeler une sorte d'affluence, un engouement sur le long du corridor. Oui, tout à fait. Des gares vont se créer parce que c'est un chemin de fer multi-usagé. Des gares vont se créer, des nouvelles villes vont se constituer. Donc pour éviter une urbanisation sauvage comme nous connaissons aujourd'hui dans les communes de Koya, Dubreka, nous avons pris le devant pour constituer des réserves foncières afin de permettre la création de nouvelles agglomérations où des citoyens pourront acquérir le foncier à faible coût, mais également avec toute la sécurité qui y va. La première partie de cette émission est malheureusement terminée, Monsieur le ministre, Monsieur Mori Condé. Donc, tout à l'heure, dans le face-à-face, vous allez continuer votre développement. De retour sur ce plateau de l'émission On fait le point, nous recevons le ministre Mori Condé de l'Urbanisme et de l'Habitat. On va en arrêter là pour l'instant. Monsieur le ministre, Mamoudou Bari va vous poser un certain nombre de questions. Ça s'appelle la rubrique face à face. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, j'ai bien aimé cette philosophie que vous venez de développer. Mais aujourd'hui, vous prenez le citoyen lambda, il éprouve d'énormes difficultés à trouver une maison. Ça dit que nous sommes sacrifiés, nous sommes laissés entre les démarcheurs et puis les propriétaires des maisons, les concessionnaires. Ouais. Pendant ce temps, vous avez les domaines maritimes publics qui sont aujourd'hui envahis. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Oui, merci beaucoup, M. Barry. Je pense que votre question elle est assez importante et pertinente, du moment que ça soulève quand même une préoccupation que l'ensemble des citoyens guinéens aujourd'hui peuvent se poser. Mais je vais vous mettre à l'aise. Comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des textes de loi qui gouvernent le secteur aujourd'hui que nous avons la chance de diriger datent des années 1990, 92, 95. Les plus récentes datent de 98. Nous sommes le seul pays qui ne dispose pas, par exemple, d'une loi d'orientation de l'aménagement des territoires. Donc, il y a tellement de vides juridiques qu'aujourd'hui, ça laisse la place à ces personnes que nous appelons des marcheurs. Les occupations. Dans tous les pays de la sous-région, vous avez des lois qui gouvernent la question liée à la promotion immobilière. Nous n'en avons pas. Tout à l'heure, ça nous a développé que, à notre arrivée, nous avons fait un diagnostic du secteur. Ce diagnostic a d'abord démontré qu'il y a une question de gouvernance à tous les niveaux dans le secteur. Que ce soit la gouvernance du capital humain, c'est-à-dire le personnel du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, qui a la charge de rendre le service public aux citoyens. Il y a une question de gouvernance à ce niveau. Tout le ministère de l'Habitat, à l'intérieur du pays, on n'a pas plus de 5 ingénieurs.
Ça, c'est d'abord une première réalité. La plupart des cadres qui ont la charge de conduire le processus sont parfois des physiciens, des biologistes, des sociologues, des juristes. Mais sauf que c'est eux qui doivent prendre les décamètres pour aller faire les mesures. Je dis décamètres parce que c'est le niveau le plus basique. Lorsqu'on arrivait au ministère de l'Habitat, le ministère ne dispose pas d'un seul équipement technique de GPS différentiel ou de drones pouvant permettre de faire le métré, déterminer la surface d'une parcelle en l'an 2024. Ce diagnostic nous a permis de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'il accepte de nous accompagner afin qu'on puisse doter ne serait-ce que le ministère au niveau central et les directions au niveau régional d'équipements pouvant permettre d'aller faire les levées. Si demain, le ministre de l'Information ou le Premier ministre m'appelle pour dire « Monsieur le ministre, on a besoin d'une équipe pour venir faire les levées dans tel endroit », on est obligé de faire recours à des privés pour louer leur équipement, aller le faire. C'est maintenant que le ministère de l'Habitat a été doté de tous ces équipements topographiques permettant d'aller faire les levées. Donc le reste, ça vous permet d'avoir une idée. Voilà, au niveau des DPM, pour aller un peu... Et lorsque vous prenez aujourd'hui la question liée aux démarcheurs qui n'existent pas, c'est une profession qui n'existe pas, il s'appelle agent immobilier. On n'a pas de loi dans le secteur. Mais au nombre des lois, tout à l'heure que je vais vous dire, vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous avons finalisé l'élaboration de la loi portant professionnalisation du métier d'agent immobilier en Guinée et la loi portant promotion immobilière. Dans cette loi portant promotion immobilière, tu ne peux plus vendre la parcelle comme tu veux. Vous vendez la parcelle sur la base des cotations fixées par l'État par zone. Mais également, du fait que les citoyens ont du mal à payer des millions pour se faire loger, j'ai été plusieurs fois interpellé pour dire que non, il faut fixer les coûts des loyers. Non. La question des loyers, c'est le secteur libéral. Il ne revient pas à l'État de fixer le prix des loyers, mais il revient à l'État de réguler. Pour faciliter cette régulation, à notre arrivée, nous avons travaillé sur les textes qui vont bientôt être accordés par le chef de l'État. Nous avons pensé à la création d'une autorité de régulation du foncier, du logement et de la construction. Désormais, les contrats de location ne se feront plus entre M. Mahmoud Bari et M. Diakité. Ça se fera entre M. Mahmoud Bari et M. Diakité et le représentant de l'autorité de régulation placé auprès de la collectivité locale là où vous voulez ériger domicile, c'est-à-dire la mairie. Désormais, l'ensemble des contrats de location vont être signés entre vous, et le locataire, M. Diakité, concessionnaire, et l'agent de l'autorité de régulation placé auprès de la collectivité où se trouve le domicile. Et sur chaque coût de location, ce n'est pas fini. Nous sommes le seul pays, aujourd'hui dans la sous-région, où chaque année, le chef de l'État est obligé de débourser de l'argent pour construire des logements sociaux pour les citoyens ou pour les ménages à faible revenu. Ailleurs, ce n'est pas le chef d'État, ce n'est pas le budget national qui finance. Mais c'est plutôt un certain nombre de recettes administratives qui sont perçues sur les coûts des loyers, sur la taxe foncière, qui sont reversées à la structure en charge de la construction des logements sociaux pour réaliser. Je vous fais juste une petite exercice. En Guinée, à Conakry, les récentes études nous ont démontré qu'à Conakry, il y a 3 millions de locataires. Si vous prenez le coût des 3 millions de locataires, on fixe le montant maximal de location à Conakry à 500 000 et que l'État doit prélever 10% sur chaque coût de location, donc 50 000 francs guinéens. Si les 3 millions de personnes payent, ce montant permet par an minimum de construire 2000 logements sociaux chaque année. Mais aujourd'hui, du fait de l'absence du régulateur dans le secteur, les citoyens sont livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons élaboré ces deux textes de loi. La loi portant professionnalisation du métier d'agent immobilier. Donc désormais, quelqu'un ne peut plus vous loger s'il n'a pas un agrément délivré par le ministre en charge du logement en République de Guinée. Une entreprise ne peut plus s'hasarder à faire des transactions immobilières si l'entreprise n'est pas régulièrement enregistrée au RCCM dans le registre du commerce, mais également avoir un agrément du ministère en charge de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires. Donc, ça, c'est des questions que nous allons régler d'ici le mois de juin. Comme vous le savez, nous sommes en fin d'année, le Conseil national de la transition avait la charge d'examiner et de valider la loi des finances initiale de 2025. Dès la prochaine rentrée, cette loi sera sur la table du Conseil national de la transition pour qu'elle puisse légiférer là-dessus et que ça puisse entrer en vigueur. Ça permettra de protéger les citoyens qui décident d'acquérir des logements. Ça permet de protéger les concessionnaires contre l'arnaque et ses soi-disant démarcheurs, mais ça permet également de protéger l'État. Parce que
Aujourd'hui, quand vous partez, vous faites le tour des cours et des tribunaux, de la littorale, de Bofa, Fria, Dubreka, Koya, Forekaria, Kindia, vous remarquerez que plus de 70% des dossiers pendant devant ces juridictions sont liés à des conflits domaniaux ou des conflits fonciers. Donc le reste, ça vous permet de vous faire une idée. Donc cette loi interviendra dans le secteur, en plus des autres réformes que nous avons engagées, à savoir la loi portant orientation de l'aménagement du territoire, parce que depuis 1992, le dernier schéma national d'aménagement du territoire a été élaboré en Guinée. Donc depuis 1992, le schéma national d'aménagement du territoire qui a été élaboré pour 15 ans, c'est ce schéma-là qui nous gouverne. Et aujourd'hui, ça fait 32 ans. Donc, nous sommes à plus de 17 ans, le pays ne dispose pas d'un schéma national d'aménagement du territoire. C'est pourquoi régulièrement, vous voyez, la SEC vient, il creuse pour faire passer les tuyaux de transport de l'eau, de conduite d'eau. Le lendemain, EDG vient, il enlève le béton que la SEC a mis pour faire passer les câbles électriques. Le surlendemain, les services de téléphonie viennent pour enlever, pour faire passer leurs câbles. Le surlendemain encore, vous voyez la SOGEB ou autre structure venir enlever pour faire passer la fibre optique. Tous ces montants-là sont à la charge de qui? C'est à la charge du contribuable guinéen, donc de l'État. Je vous donne juste un exemple. L'indemnisation pour le passage des câbles de la fibre optique sur le projet de construction de la route Koya à Farmouria a coûté à l'État guinéen 186 milliards. 186 milliards permet au minimum de faire au moins 5 grandes écoles dans les 4 régions naturelles. Donc c'est vous dire combien de fois, du fait de l'absence des outils spatiaux, j'appelle outils spatiaux, c'est tout ce qui est lié aux documents, aux outils de planification dans le pays, à savoir un schéma directeur qui définit tout ce qui doit être fait. Aujourd'hui, si je dois demander à des citoyens, par exemple, dans un quartier donné, pour dire que dans ce quartier, vous ne pouvez pas construire des immeubles, parce que tout le monde est surplombé aujourd'hui par des immeubles, mais parce qu'il n'y a pas de texte qui régule le secteur. Il n'y a pas de loi qui dit que le gouvernement peut prendre la décision de dire que dans tel quartier, c'est uniquement les villas, dans tel autre quartier, ce sont des gratte-ciel, dans tel autre quartier, c'est des duplex. Donc, au nom des réformes, nous avons élaboré à date la loi portant orientation de l'aménagement du territoire qui permettra de définir l'ensemble des outils spatiaux. Nous avons élaboré la loi portant professionnalisation du métier des agents immobiliers, la loi portant promotion immobilière, la loi portant code foncier domanial, parce que le code foncier domanial que nous disposons date d'avant l'an 2000, la loi portant code de la construction et de l'habitat et plusieurs autres documents de politique, à savoir la politique nationale de l'habitat, la politique nationale urbaine, la politique nationale de l'aménagement du territoire et plusieurs autres textes d'application. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, le cri du cœur que vous venez de partager, c'est partagé également au ministère de l'Habitat, mais il faut comprendre également que les cadres au niveau de l'habitat sont les mêmes aussi concernés par cette question de spéculation aujourd'hui pour les questions de logement dont tout le monde est conscient. Mais je vous promets que dans les mois à venir, après la rentrée en vigueur de ces lois, ces questions de démarcheurs ou ces questions d'arnaque dont les citoyens font l'objet seront de lointains souvenirs et ça laissera place à l'application des textes de loi dans le secteur. Voilà, revenez sur les DPM, parce qu'aujourd'hui les DPM sont envoyés. Sur la question des DPM, c'est très clair. J'étais en train de vous dire, les DPM restent les domaines de l'État, ce n'est pas discutable. Et si vous suivez bien l'actualité, depuis 2 semaines, nous avons lancé une campagne contre l'occupation des DPM. Toutes les personnes qui ont pris... Non, surtout non, actuellement, c'est les débarcadères que vous êtes en train de démanteler. Non, pas les débarcadères, même les DPM. Nous avons, comme je vous disais, à notre arrivée, le ministère ne disposait pas d'équipement. Même si les ministres prédécesseurs qui sont passés, ils avaient la volonté de faire le travail, mais ils n'avaient aucun outil, ils n'avaient aucun équipement pour faire le travail. Au XXIe siècle, on ne peut plus envoyer un agent dans la cour de quelqu'un pour dire « Je vais voir, est-ce que vous avez pris 1 mètre carré dans la mer ?» Il faut envoyer des drones. Le ministère ne disposait pas. Aujourd'hui, on a fait l'acquisition des dizaines de drones qui permet désormais aux services compétents du ministère de l'Habitat d'envoyer ces drones pour survoler les personnes qui ont réalisé des constructions au bord de la mer. Tous ceux qui ont pris 1 mètre carré de plus dans les DPM, ils vont se considérer comme des personnes qui sont en location. Si vous avez pris le risque de construire votre villa sur un DPM, vous avez 2 choix. Vous faites un contrat avec le ministère de l'Habitat à travers le patrimoine bâti public qui gère tout ce qui est patrimoine bâti de l'État. Vous devenez locataire dans votre propre concession ou on casse la maison à votre frais. Ce n'est pas l'État désormais qui payera les frais de casse
d'une maison désormais. Oui, mais justement, monsieur le ministre, on vous accuse aussi, on accuse souvent l'État, les services de l'État, de démolir et de ne pas indemniser les gens. Non. Puisque l'État est en retard. Indemniser, qu'est-ce que vous appelez indemniser? Non, en fait, c'est une façon un peu courante de nommer les choses dans les quartiers. Parce qu'on dit que l'État est en retard, les populations ont besoin... Bien occupées. Non, un instant, les populations ont besoin de construire, ont besoin parfois de mettre un petit toit, parfois une petite maison, pour mettre leur famille à l'abri. Et puis un matin, d'abord, ils sont dans des quartiers où parfois il n'y a même pas de place pour construire les écoles. L'État était trop en retard, les populations les ont débalancées. Il n'y a pas de voirie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien de tout ça. Un matin, vous venez vous casser tout ça et puis personne ne dédommage. Monsieur Diakité, pour répondre à une partie de votre question, un quartier où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de marché, lorsque vous regardez le plan d'aménagement, oui, vous remarquerez... parce que l'État n'a pas aménagé. Non, vous remarquerez que l'aménagement a été fait et l'aménagement a prévu la place de l'école, la place du centre de santé, la place de l'église, de la mosquée, du marché, du terrain de sport pour les jeunes, de la maison des jeunes. Maintenant, si M. Bangoura ou bien M. Kamara ou M. Condé s'élève, il vous vend ça parce que lui, il est un homme puissant, vous achetez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez laissé votre porte ouverte à la maison, il y avait de l'argent dans votre maison, que quelqu'un a le droit de venir entrer. Si l'État a laissé 1000 mètres carrés dans un quartier pour dire que ça doit servir pour la construction d'une maison des jeunes, ce n'est pas parce que l'État a laissé là-bas que quelqu'un a le droit de venir construire. Si vous construisez, l'État viendra casser au temps opportun. Oui, au même moment que lorsque quelqu'un pénètre votre maison, il vient parce que vous avez laissé votre porte ouverte. Ça ne donne pas le droit de quelqu'un de pénétrer dedans, de voler. Vous cassez les logements des gens, il y a des voiries, il y a des voies ici. Maintenant, je peux vous les rassurer de quelque populations chose. occupées, vous les laissez occuper la voie publique. Maintenant, je vais aussi vous faire une précision. Depuis le 5 septembre 2021 en Guinée, je mets n'importe quel Guinéen au défi qui me dira que moi, 1 mètre carré de ma maison a été cassé et je n'ai pas été indemnisé. La preuve, en 1998, le général Mamadi Doumbouya n'était pas encore président de la République en Guinée. Le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, n'était pas ministre en Guinée. Peut-être à peine. Lui et moi, on était encore au lycée, ou peut-être au collège. Même au collège. Mais vous avez quand même vu les personnes qui ont été victimes de déguerpissement à Kaporo, Rai, à Dimes et à Kipé 2 en 1998. On a pris le choix quand même de les indemniser. Vous avez suivi ça quand même à la télévision. Oui, bien sûr. Moi, je mets quiconque au défi. Si un Guinéen a été déguerpi par l'État guinéen, où il a été victime de casse et qu'il a des documents qui n'ont pas été indemnisés. Le dernier cas, c'est au niveau du pont 8 novembre, à côté du centre culturel franco-guinéen. Oui. Lorsque j'ai été nommé ministre de l'Habitat, 2 semaines après, nous avons envoyé les courriers à tous les occupants pour les demander de quitter. 3 mois après, nous sommes revenus, ils ont demandé 1 mois. 1 mois, nous sommes revenus, ils ont demandé 2 mois. Récemment, quand on a décidé d'envoyer les machines, je suis passé voir les occupants, moi-même individuellement. Ils ont dit non, que vraiment, monsieur le ministre, vous avez tout fait, nous allons quitter demain. C'est demain-là, je suis venu avec le DAF du ministère. Tous les occupants qui étaient là-bas, ils ont tous reçu 50 millions pour les permettre d'aller se recaser, malgré que ce n'est pas pour eux. Il y a 2 familles qui ont revendiqué des propriétés. Lorsqu'ils ont revendiqué, j'ai demandé aux 2 familles, écrivez-moi avec la copie de vos dossiers. Ils ont écrit avec la copie de leurs dossiers, nous avons examiné. À date, nous sommes sur les procédures non seulement d'attribution de l'équivalent de la surface qu'on les a retirés, mais également de paiement des montants qui les permettra de reconstruire plus que ce qu'ils avaient dans cette zone. C'est pour vous dire que nous essayons le maximum d'humaniser, de montrer le caractère humain de l'action de l'État. Monsieur le ministre, on est désolé, cette deuxième partie aussi est terminée. Maintenant, certains de nos compatriotes vont vous poser quelques préoccupations. Et ce sera en tout cas un devoir pour vous de leur donner la bonne réponse. Donc on va en arriver au Vox Pop. Mon nom c'est Yambounou Bala, journaliste et reporter du quotidien national Orea. Et ma préoccupation par rapport à ce département, surtout dans le domaine de l'État, et la question se pose, c'est-à-dire beaucoup de Guinéens s'interrogent par rapport à ça, c'est-à-dire c'est en Guinée que vous voyez, et quelqu'un achète un terrain, c'est-à-dire une parcelle, l'État, c'est-à-dire soit la préfecture, l'habitat, qui délivre un document, ce qu'on appelle la donation, le titre foncier. Quelques années après,
le même État revient dire à la personne que le domaine ne l'appartient pas. On a vu ça par le passé, jusqu'à présent ça continue. Je fais allusion par exemple au déguerpissement. Vous verrez que les personnes dont ils disent de quitter ont leurs documents légaux. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est ceux-là qui ont vendu le terrain? Ou bien c'est ceux-là qui ont trompé l'État? Alors, j'aimerais demander au ministre Morikonde d'interpeller les citoyens par rapport à cette question. Qui doit vendre le terrain? À qui? Qui doit délivrer les documents, c'est-à-dire la donation, le titre foncier à qui? Je réponds le nom de Amadou Kefala Kamara, je suis citoyen de Conakry. Je réside au quartier Mankepa, commune de Kaloum. Concernant le département, le ministre Morikonde, l'urbanisme et de l'habitat, ma première question que je vais vous poser au ministre. Alors, je dirais à monsieur le ministre, alors, quand est-ce les difficultés par rapport aux documents fonciers seraient vraiment résolues en Guinée par rapport aux problématiques d'Omanio, notre pays. La deuxième question, elle est la suivante. Quelles sont les voies et moyens qu'il mettra en place afin de résoudre les problèmes d'urbanisme en Guinée, afin d'éviter les inondations et les difficultés sociales en Guinée? La troisième question, toujours pour le ministre Morikonde, c'est que souvent je vois les démolitions et puis on fait quitter les gens sur le terrain ou bien sur le territoire, par après il revient encore. Maintenant, quelles sont les solutions que le ministre peut vraiment mettre en place pour cette problématique? Je suis Émile Sineta-Doré, je suis enseignant, je suis professeur de français. Et s'agissant d'abord de la réforme entamée dans les différents ministères, pour ma part, je vais m'intéresser au ministère de l'urbanisme. De nos jours, notre pays est en train de connaître une urbanisation accélérée. Mais cette urbanisation-là n'est pas profitable à la population. Parce que regardez un peu l'état de nos routes. Les gens restent à construire. Il y a ce qu'on appelle le lotissement, n'obéit pas au principe. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a l'occupation anarchique des terres. Il faudrait que ce ministère-là vraiment s'investisse dans ce domaine. Vous allez prendre un peu la zone de Koya. Quand vous allez chez les autres, l'État doit s'impliquer beaucoup dans le lotissement. Mais chez nous, tel n'est pas le cas. Lorsque vous regardez un peu, il y a la création des cabinets topographiques, ça et là. Aujourd'hui, quelqu'un est prêt, il veut vendre vraiment son terrain, il va prendre un jeune de quartier qui n'est même pas agréé et il va pour faire le lotissement. Et ce qui fait aujourd'hui, même à la longue, on a même du mal à voir la route. Aujourd'hui en Guinée, regardez même la ville de Conakry. Une grande ville aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les quartiers, toutes les ruelles là sont construites. Mais le ministère ne veut pas s'en mêler. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quelque part, moi je comprends déjà que même l'habitat déjà est impliqué de cette situation calamiteuse que le pays est en train de traverser en termes d'urbanisation. Donc voici un peu mon point de vue. Il y a eu des réformes dans le cadre de la question liée à la délivrance des documents et des titres de propriété au ministère de l'Habitat. J'ai commis le péché de ne pas vous envoyer un spécimen des nouveaux titres fonciers qui ont les mêmes caractéristiques que les passeports biométriques que nous avons. Désormais, en Guinée, après la rentrée en vigueur de ces titres, il n'y a plus possibilité pour plus d'une personne de disposer du même parcelle. Ce n'est pas possible. C'est parce que le travail se faisait de façon mécanique, comme je vous ai dit. Il y a une question de gouvernance qui se pose à tous les niveaux. Et au niveau même à l'interne du ministère de l'Habitat, où des cadres indélicats parfois se livrent à la fabrication de plusieurs documents sur les mêmes surfaces en faveur des citoyens. Mais vous avez à côté ceux qui se font appeler démarcheurs ou agents immobiliers qui font en même temps les mêmes process. Pour corriger, pour remédier à cela, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que désormais, tu ne peux plus faire l'aménagement ou le lotissement si tu n'es pas une entreprise agréée. Et pour faire la demande d'autorisation d'aménagement ou de lotissement, il te faut faire une étude d'impact environnemental d'abord sur le site. Ce qui permettra de savoir est-ce que c'est une zone qui peut être inondable ou pas. Donc ça répond à la question de celui-là qui estime que à la question d'inondation. Ça permet également de faire les études et de faire la répartition parcellaire. C'est qu'avant même le processus, on sait que tel mètre carré dans la zone aménagée permettra d'avoir les routes des verts, les voiries réseaux divers. Tel autre mètre carré permettra de faire les marchés, les églises, les écoles, les centres de santé, les mosquées, ainsi de suite. Et lorsque les parcelles sont produites, si avant les parcelles produites à la suite d'un morcellement, l'ensemble était remis
au requérant, donc à celui-là qui avait la propriété sur le domaine, il revenait à lui de donner aux gens avec des fiches pour aller faire immatriculer. Désormais, ça ne sera plus ça. L'ensemble des parcelles produits seront automatiquement codifiés dans une base de données et les documents de propriété seront automatiquement produits. Ça permet de retracer l'historique, c'est-à-dire, après, à la fin du lotissement, le premier propriétaire jusqu'au centième propriétaire, quelle que soit l'année que ça va venir. Mais également, les titres fonciers désormais sont des documents que n'importe quelle personne peut vérifier l'exactitude. Mais également, tous les acteurs qui interviennent dans le foncier, parce que c'est là la délicatesse de la question foncière. Ce titre foncier-là est accompagné d'une carte de propriété foncière dont tous les services de l'habitat vont désormais disposer des lecteurs. Tous les notaires qui sont des officiers ministériels qui officient sur les ventes, les transactions immobilières, vont avoir leur accès à la plateforme et les machines qui peuvent lire ces cartes de propriété foncière et les titres fonciers. Mais également, tous les agents immobiliers qui seront agréés par le ministère vont avoir leur interface. M. Diakité veut vendre sa parcelle, il ne peut plus vendre à M. Barry sans passer par l'autorité de régulation. Et quand ça passe, l'avantage 1, ça permet le paiement systématique des taxes dans les caisses de l'État, parce qu'aujourd'hui, je puis vous dire que l'argent qui est destiné à être payé dans les caisses de l'État, la plupart ça se retrouve dans les mains des gens de l'habitat. La preuve, à ma prise de fonction, quand nous avons fait le diagnostic, les recettes administratives qui étaient mobilisées par le ministère de l'Habitat n'excédaient pas 6 milliards par an. Aujourd'hui, lorsque nous avons fait le diagnostic au mois de juin, entre le mois de juin et le mois de décembre, aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 et quelques milliards de mobilisés. Donc, ça prouve que lorsque les systèmes sont dématérialisés, il y a le digital qui intervient, ça permet de maximiser, ça sécurise les recettes publiques et ça permet de l'envoyer là où ça doit être envoyé. Donc, ça règle un problème de corruption. Mais l'autre chose, désormais, si avant, quand vous déposez votre demande au niveau du ministère de l'Habitat, c'est le je veux de l'agent qui reçoit, avec le système digital, il y a une contrainte. Si M. Barry doit traiter le dossier pendant 3 jours, après 3 jours, il ne traite pas, tous ceux qui interviennent dans la chaîne sauront que M. Barry devait traiter un dossier pendant 3 jours, il n'a pas traité, le système est bloqué. Donc, il reviendra à M. Barry de s'expliquer ou de perdre sa fonction. Donc, le citoyen sait désormais exactement, lorsqu'il dépose une demande d'autorisation de lotissement, il a combien de temps pour pouvoir obtenir une réponse du ministère. Il sait exactement quand il dépose une demande, par exemple, de confirmation ou de certification d'un plan de masse, il a combien de temps pour revenir demander. Le titre foncier, la même chose. Ce n'est plus le je veux d'un agent de l'habitat, mais tout est paramétré de telle sorte que l'abus qui est fait contre les citoyens puisse réduire. Parce qu'encore une fois, notre rôle est de servir le citoyen guinéen, parce que ce sont eux les contribuables qui nous permettent d'assumer ces fonctions de ministre et directeur, ainsi de suite. Monsieur le ministre, sauf aussi que vous cassez, vous clôturez, vous laissez comme ça. À quand le début des travaux de la cité Kamayenne, Koléa, parce que ça, quand même, prenez Koléa en face du ministère de la Sécurité, ça fait plus de 3 décennies pratiquement que la zone là est là. Je pense que ce soir, en rentrant, il faut passer à la Kamayenne. Vous remarquerez que les travaux ont déjà démarré pour la construction d'une nouvelle cité Kamayenne, où nous allons avoir 3 tours de 24 étages et 5 tours de 18 étages. Les travaux ont effectivement démarré. Et nous évitons un peu de faire des cérémonies de pose de première pierre. Et nous préférons que lorsque les bâtiments vont commencer à pousser, il reviendra à qui des droits d'aller présider une cérémonie de pose de première pierre. Mais les travaux quand même ont démarré depuis le 1er décembre sur le site de la construction de cité Kamayenne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quels sont les gens qui vont occuper ces tours-là? Nous, notre rôle en tant que ministère de la Construction, c'est de construire et mettre à la disposition de l'État. Il revient à l'État de décider les orientations. Mais initialement, le projet est conçu pour abriter des bureaux, pour des services des privés et des organisations publiques qui payent des loyers, pour habiter des commerces, pour abriter des appartements en logement. Mais il reviendra vraiment à l'État de décider ou de donner des orientations claires à la Direction générale du patrimoine bâti public qui a la charge de gérer ces cités une fois la construction achevée. Nous sommes des ouvriers, nous construisons et nous mettons à disposition de l'État. Mais vous avez laissé des entreprises privées construire sur des domaines publics. Oui. Ça se gère comment? Comment est-ce que c'est réglementé? Parce que maintenant, c'est ce que nous voyons dans la zone de Koléa. C'est les entreprises privées qui ont construit sur les domaines publics, vous remarquerez qu'ils sont en train de céder oui. à des particuliers. Oui, vous remarquerez que ces entreprises disposent de conventions préétablies avec l'État. Vous savez, nous avons hérité d'une situation qui est un peu catastrophique en 2021. Avant notre arrivée, on a trouvé que les entreprises ont signé des conventions et se sont arrangées à faire ratifier, malheureusement, par le législateur guinéen. Ces conventions-là disaient que ces entreprises pouvaient construire
sur ces domaines et revendre des appartements malheureusement. Contrairement aujourd'hui à ce que nous allons faire, ces appartements peuvent être loués, mais ils ne peuvent pas être revendus. Mais soyez rassurés que les instructions que nous avons reçues, tous ces endroits aujourd'hui qui ont été cassés... C'est une directive nouvelle, mais sinon parce que les gens... Oui, c'est une directive nouvelle. Ah, okay. C'est pourquoi vous allez remarquer que même ces endroits qui ont été cassés pendant longtemps, qui sont clôturés par des tôles, vont connaître tous ces endroits-là un début de construction dans ces zones. Mais pour la cité Kamayen, les travaux ont effectivement démarré. C'est fini là. Monsieur le ministre, on a été assez productif. On va vous demander votre mot de la fin. Quelles sont les grandes idées qui vous restent dans les perspectives, etc. Et qu'est-ce que vous n'avez pas pu maintenant faire et que vous souhaitez faire dans le court, moyen et long terme? Oui, merci beaucoup. Et comme vous le savez, et tout à l'heure, j'étais en train de dire, le secteur de l'habitat, de l'urbanisation de l'aménagement du territoire est transversal et le secteur subit également les conséquences de l'ensemble des autres secteurs. Ceci dit, et tout à l'heure, j'étais en train de vous développer un peu en quoi, lorsque le secteur de l'urbanisme de l'habitat, lorsqu'il y a une bonne gestion, lorsqu'il y a une gouvernance saine dans le secteur, comment d'abord le secteur peut permettre de renflouer les caisses d'État. Parce qu'après tout, le secteur de l'urbanisme de l'habitat, c'est une régie financière au même titre que les autres départements ministériels qui mobilisent de l'argent pour les recettes publiques. Mais également, c'est un service public que nous offrons aujourd'hui. C'est vrai, les citoyens ont du mal à établir les documents de propriété sur le foncier qu'ils disposent. Mais les perspectives que nous avons pour l'année 2025, avec l'adoption de toutes ces lois dont j'ai fait allusion ici, la loi d'orientation de l'aménagement du territoire, le code foncier domanial, le code de la construction, le code de l'habitat, la loi portant professionnalisation du métier de l'agent immobilier, la loi portant promotion immobilière en Guinée, l'ensemble de ces textes et les documents de politique qui vont être validés en l'an 2025 permettra à coup sûr de réduire drastiquement les difficultés que les citoyens ont, non seulement pour se doter d'un habitat décent, de se loger correctement à moindre coût, mais également d'établir des documents de propriété sécurisés sur leur foncier. C'est le lieu pour moi de remercier M. le Premier ministre pour son accompagnement, mais également le chef de l'État pour l'oreille attentive qu'il ne cesse vraiment d'accorder au secteur de l'habitat dans le cadre vraiment de l'appui à ce ministère. Comme je le disais, aujourd'hui nous avons des équipements modernes de dernière génération qui nous permettront de faire un combat, d'engager une lutte contre tout ce qui est l'utilisation, l'occupation anarchique, non seulement des emprises, mais également l'occupation des DPM. Nous sommes la seule capitale, malheureusement, aujourd'hui, où en circulant, on n'est pas en mesure de voir la mer. Mais tout cela sera un lointain souvenir. Des réflexions sont en cours, des travaux sont en train d'être faits. L'année 2025 nous permettra de concrétiser ces réflexions qui sont couchées sur papier en actions concrètes pour le bénéfice des citoyens guinéens. Et les projets de construction qui sont en cours, à savoir les autoroutes de Samatran, de Tombo, Tombo au port autonome, mais également la cité Kamayen, et les 760 logements sociaux vont être livrés avant la fin du premier trimestre de l'année 2025. Voici un peu ce que je peux dire. C'est de demander aux citoyens de continuer à faire confiance aux services publics, notamment le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Notre souci, c'est permettre vraiment aux citoyens de s'offrir des logements décents, aux ménages à faible revenu de pouvoir se loger dignement. Monsieur le ministre, il y a une année, il y a eu un incendie sur le dépôt des hydrocarbures de Conakry. Il y a eu des citoyens qui ont eu des problèmes. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci beaucoup. Et ça, c'est une question. Si on venait sur ce plateau sans aborder, ça allait être un péché. Effectivement, des citoyens dans la commune de Kaloum, au quartier des Corentins 1 et 2 et Almamia, ont été victimes lors de l'incendie survenu au dépôt d'hydrocarbures. À l'époque, le gouvernement a pris plusieurs dispositions, des mesures d'accompagnement ont été apportées à ces personnes. Et le ministère de l'Urbanisme que nous avons la charge de diriger a également entrepris plusieurs actions qui a permis de définir les surfaces pour chaque famille. Comme je le disais, nous avons 760 logements sociaux qui vont être disponibilisés au niveau de Sonfonia et Ketaya. Nous avons déjà travaillé avec ces familles. Aujourd'hui, ils sont recensés dans chaque famille, dans chaque ménage, les gens sont connus. Et nous avons également élaboré un programme de construction de ces quartiers où se trouvent ces sinistrés. Mais pour les faire quitter, en attendant les travaux de construction, il faut trouver un endroit où ils doivent partir. Cet endroit, nous allons le trouver pour eux à l'achèvement du processus de construction des logements sociaux de Sonfonia et Ketaya, mais également même à Soumania, que j'ai ignoré tout à l'heure dans ma communication. Ces personnes, sous la base de leur consentement déjà,
ont bénéficié d'un accompagnement du gouvernement pour aller se loger. Ils ont tous reçu des frais de location. 7 mois et 24 mois. 7 mois et 24 mois. Et la plupart ont quitté. Nous avons commis des cabinets qui ont fait des études. Maintenant, il reviendra à chaque ménage ou chaque famille propriétaire du foncier de signer un contrat avec un cabinet d'avocats et un promoteur immobilier pour construire des standards que nous avons définis. Il y a des immeubles R+5, il y a des R+4, il y a des R+8. Donc, ils vont le signer et l'État sera le garant pour eux, pour dire qu'après l'achèvement, voici le nombre d'appartements que vous allez bénéficier. Mais pendant ce temps, l'État paye chaque mois les coûts de loyer dans les bâtiments où ils sont en train de vivre. Ceux qui ne sont pas partis, une fois les logements sociaux de Sonfonia et Keta achevés, nous allons recaser ceci là-bas pour permettre de faire ce travail-là au niveau de la zone de Koronti pour changer l'image de notre commune. Mais également la cité chemin de fer. Vos services étaient passés, on a mis à leur disposition l'étude complète plus la vidéo 3D du projet de reconstruction de la cité chemin de fer. Et ça sera des nouvelles bâtisses qui vont être sorties du terre dans les jours et dans les mois à venir au niveau de ces sites également. Et comme je vous disais, l'ambition est de pouvoir moderniser la région de Conakry, mais progressivement à partir de la presqu'île de Kaloum jusqu'à l'ensemble des 13 communes de la région de Conakry. Mais la question liée vraiment au sinistre de Koronti, c'est une question centrale dans notre travail et nous accordons une importance particulière à la gestion de ces dossiers au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ça fait que d'ailleurs chaque mois nous nous retrouvons avec les collègues pour voir le niveau d'avancement des actions entreprises dans le sens vraiment de finir avec ce dossier définitivement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Cette émission, ce numéro de l'émission On fait le point est à présent terminé. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans ce numéro le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la récupération des domaines spoliés de l'État, Monsieur Mori Kondé. Monsieur le ministre, merci d'être passé nous voir. Mamoudou Bari, merci beaucoup. Merci Khalil Diakité. Merci à nos amis cadreurs, merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés dans ce numéro et à très vite.